La neige tombait à gros flocons sur la ville de Montréal, transformant les rues en un paysage féerique mais impitoyable. Le vent glacial soufflait avec une violence inhabituelle, faisant trembler les vitres de l'hôtel Le Château Royal, un établissement 4 étoiles situé au cœur du centre-ville. Derrière le comptoir de la réception, Émilie Dubois ajustait son cardigan en laine tout en observant par la grande baie vitrée le ballet chaotique des flocons qui dansaient sous les réverbères. À 28 ans, elle travaillait comme réceptionniste de nuit depuis 3 ans, un emploi qu'elle avait accepté par nécessité, mais qu'elle avait appris à aimer pour la tranquillité qu'il lui offrait et les rencontres parfois surprenantes qu'il lui réservait. Ce soir-là, le 15 décembre, la tempête était particulièrement violente. Les météorologues avaient annoncé une chute de neige record et des températures qui descendraient jusqu'à moins 25 degrés. La plupart des clients de l'hôtel étaient déjà rentrés, préférant la chaleur de leur chambre au spectacle glacial de la rue. Émilie sirotait son thé à la menthe, son rituel du soir, quand elle aperçut une silhouette sombre qui se débattait contre le vent, tentant de progresser sur le trottoir gelé. L'homme semblait en difficulté. Ses vêtements étaient manifestement inadéquats pour un tel froid et il trébuchait à chaque rafale de vent plus forte. Sans réfléchir, Émilie posa sa tasse et se dirigea vers l'entrée de l'hôtel. Elle ouvrit la porte massive en chêne et sentit immédiatement le froid mordant lui piquer le visage. « Monsieur !» cria-t-elle par-dessus le rugissement du vent. « Monsieur, venez vous abriter !» L'homme leva la tête vers elle et elle put voir son visage rougi par le froid, ses lèvres bleues et ses yeux fatigués. Il portait un manteau usé qui avait dû être noir autrefois, mais qui tirait maintenant vers le gris, des chaussures trouées qui laissaient passer la neige et un bonnet en laine effiloché. Malgré son apparence négligée, quelque chose dans son regard intrigua Émilie. Une intelligence vive et une dignité que les circonstances n'avaient pas réussi à entamer. Si cette histoire vous plaît jusqu'à présent, n'hésitez pas à laisser un like pour encourager la suite. Que pensez-vous de ce début? L'atmosphère de cette nuit de tempête et la générosité d'Émilie vous touchent-elles? Laissez-moi un commentaire avec vos impressions. L'homme hésita un moment, comme s'il évaluait la sincérité de l'invitation, puis se dirigea lentement vers l'entrée. Ses pas étaient mesurés, prudents, et Émilie remarqua qu'il essayait de ne pas laisser de traces d'eau sur le tapis d'entrée luxueux. « Merci, mademoiselle », dit-il d'une voix rauque mais étonnamment cultivée. « Je ne voulais pas vous déranger. Je cherchais juste un endroit pour attendre que la tempête se calme. » Son accent était difficile à identifier. Il y avait quelque chose d'européen dans sa façon de prononcer certains mots, mélangés à un français impeccable. Émilie ferma la porte derrière lui et l'observa discrètement. Malgré ses vêtements usés, l'homme se tenait droit, avec une posture qui trahissait une éducation raffinée. Ses mains, bien que rougies par le froid, étaient soignées, et ses yeux d'un bleu profond exprimaient une intelligence remarquable. « Vous ne me dérangez pas du tout », répondit-elle chaleureusement. « Par un temps pareil, personne ne devrait rester dehors. Comment vous appelez-vous » L'homme sembla réfléchir un instant, avant de répondre « Henri Moreau ». Il y eut une pause dans sa voix, comme s'il n'était pas habitué à donner ce nom, mais Émilie n'y prêta pas attention. « Enchanté, Henri, je suis Émilie, la réceptionniste de nuit. Asseyez-vous donc près du feu », dit-elle en désignant le grand salon adjacent à la réception où un feu de cheminée crépitait joyeusement. « Je vais vous apporter quelque chose de chaud à boire. » Henri secoua la tête poliment. « C'est très aimable, mais je ne veux pas abuser de votre générosité. Je repartirai dès que le vent se calmera. » Émilie fronça les sourcils en regardant par la fenêtre. La tempête semblait s'intensifier plutôt que de diminuer, et les prévisions météorologiques annonçaient qu'elle durerait jusqu'au matin. « Henri, » dit-elle doucement, « je ne pense pas que cette tempête va se calmer avant plusieurs heures. Les météorologues parlent d'une des pires tempêtes de la décennie. Vous ne pouvez pas ressortir par un temps pareil. » Elle marqua une pause, pesant ses mots avec soin. « Écoutez, nous avons une chambre libre au 3e étage. Elle n'est pas réservée pour cette nuit. Pourquoi ne pas y passer la nuit? Vous pourrez repartir demain matin quand les conditions seront meilleures. » Henri la regarda avec surprise, ses yeux s'agrandissant légèrement. « C'est très généreux de votre part, mais je ne peux pas me permettre de payer une chambre dans un hôtel comme celui-ci. » Émilie sentit son cœur se serrer. Elle avait grandi dans une famille modeste et savait ce que c'était que de compter chaque centime. Sa mère, infirmière dans un hôpital public, lui avait toujours enseigné l'importance de la compassion et de l'entraide. « Ne vous inquiétez pas pour cela, » dit-elle fermement. «
Considérez que c'est offert par la maison. Personne ne devrait passer une nuit pareille dehors. Henri la fixa longuement, comme s'il essayait de comprendre ses motivations. Dans son regard, Émilie crut percevoir une émotion qu'elle ne put identifier. De la reconnaissance, certainement, mais aussi quelque chose qui ressemblait à de l'étonnement, comme si la gentillesse désintéressée était devenue rare dans sa vie. « Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-il finalement. « Vous ne me connaissez pas. Je pourrais être n'importe qui. » Émilie sourit, un sourire sincère qui illumina tout son visage. « Justement, vous pourriez être n'importe qui. Un père de famille qui a perdu son emploi, un étudiant qui n'a pas pu rentrer chez lui, un voyageur bloqué par la tempête, peu importe qui vous êtes. Ce qui compte, c'est que vous êtes un être humain qui a besoin d'aide et j'ai la possibilité de vous aider. » Elle prit une clé dans le tiroir du comptoir. « La chambre 312. Elle a une belle vue sur le parc, même si vous ne pourrez pas en profiter avec cette tempête. » Henri prit la clé avec des mains légèrement tremblantes, et Émilie ne put dire si c'était à cause du froid ou de l'émotion. « Comment puis-je vous remercier ?» murmura-t-il. « En acceptant cette aide sans culpabilité, » répondit-elle simplement, « et en vous réchauffant bien. Je vais vous faire monter un repas chaud et des vêtements secs. Il y a toujours des affaires oubliées par les clients dans notre réserve. » Henri hocha la tête, visiblement ému. « Vous êtes une personne exceptionnelle, Émilie Dubois. » Il avait prononcé son nom complet, alors qu'elle ne lui avait donné que son prénom. Elle haussa les sourcils, surprise, mais il expliqua en souriant « Votre badge, j'ai l'habitude de faire attention aux détails. » Effectivement, son badge portait son nom complet. Émilie acquiesça et se dirigea vers le téléphone pour appeler le service d'étage. « Marie, c'est Émilie. Pourrais-tu préparer un plateau pour la chambre 312 ? Quelque chose de consistant et chaud, et regarde dans la réserve s'il y a des vêtements d'homme taille. » Elle interrogea Henri du regard. « Large, répondit-il. « Merci infiniment. » Après avoir raccroché, elle accompagna Henri jusqu'à l'ascenseur. Le petit déjeuner est servi à partir de 6 heures. N'hésitez pas à appeler la réception si vous avez besoin de quoi que ce soit. Pendant qu'Henri montait à sa chambre, Émilie retourna à son poste songeuse. Il y avait quelque chose d'intriguant chez cet homme. Malgré sa situation apparemment précaire, il dégageait une certaine prestance, une façon de parler et de se comporter qui dénotait une éducation soignée. Ses mains étaient certes rougies par le froid, mais elles ne portaient pas les marques d'un travail manuel difficile. Et cette façon qu'il avait de l'observer, comme s'il analysait chaque détail, chaque geste, elle chassa ses pensées de son esprit. Peu importait qui était Henri Moreau. Ce qui comptait, c'était qu'il était maintenant au chaud et en sécurité. 1 heure plus tard, Marie, la responsable du service d'étage de nuit, redescendit avec le plateau vide. « Il m'a dit de vous transmettre ses remerciements, » rapporta-t-elle. « Il a mangé avec un appétit terrible, le pauvre homme. Et il m'a demandé de vous dire qu'il espérait pouvoir vous rendre votre gentillesse un jour. » Émilie sourit. « C'est gentil, comment l'avez-vous trouvé ?» Marie réfléchit un moment. Bizarre pour être honnête. Il parlait comme quelqu'un d'éduqué, mais ses vêtements... Et puis, il a voulu savoir qui était le propriétaire de l'hôtel, s'il y avait souvent des situations comme celle-ci. Des questions étranges pour quelqu'un dans sa situation. Émilie fronça les sourcils. « Qu'est-ce que vous lui avez répondu ?»« La vérité, que l'hôtel appartient à la chaîne Château Royal International, que c'est rare qu'on héberge des gens gratuitement. Vous êtes la première à le faire depuis que je travaille ici, et que vous étiez quelqu'un de spécial. » Il a hoché la tête comme s'il s'y attendait, et il a murmuré quelque chose que je n'ai pas bien compris. Quelque chose comme « alors elle ne sait pas ». Marie haussa les épaules. « Enfin, l'important c'est qu'il soit au chaud. Bonne nuit, Émilie. » Restée seule, Émilie continua sa veille nocturne en pensant à cette phrase mystérieuse. Alors elle ne sait pas. Qu'est-ce qu'elle était censée savoir? Elle décida de ne pas se torturer l'esprit avec ces questions et se concentra sur son travail habituel, vérifier les réservations du lendemain, répondre aux emails tardifs et s'assurer que tout était en ordre dans l'hôtel. Vers 3 heures du matin, la tempête commença enfin à faiblir, mais les températures restaient glaciales. Émilie jeta un coup d'œil vers les ascenseurs, se demandant si Henri dormait bien. Elle espérait qu'il pourrait reprendre sa route en sécurité le lendemain. Le lendemain matin, à 6 heures précises, Henri descendit pour le petit déjeuner. Il portait les vêtements propres que Marie lui avait apportés, un pantalon en toile beige et une chemise blanche simple mais de bonne qualité. Ses cheveux étaient soigneusement peignés et il s'était manifestement rasé. Malgré la simplicité de sa tenue, il dégageait maintenant une élégance naturelle qui surprit Émilie. « Bonjour »
dit-il en s'approchant du comptoir. « J'espère que vous avez pu vous reposer malgré votre service de nuit. » Sa voix était claire et reposée, et Émilie remarqua qu'il avait les yeux plus vifs que la veille. « Bonjour Henri, vous avez l'air en forme. Avez-vous bien dormi ?» demanda-t-elle chaleureusement. « Merveilleusement bien, cette chambre est très confortable, et le repas d'hier soir était délicieux. » Il marqua une pause. « Je voulais vous remercier encore pour votre générosité. Grâce à vous, j'ai passé une nuit au chaud au lieu de risquer ma vie dans cette tempête. » Émilie agita la main pour minimiser ses remerciements. « N'en parlons plus. Comment comptez-vous repartir? Les transports publics ne fonctionnent pas encore normalement à cause de la neige. » Henri sourit mystérieusement. « Ne vous inquiétez pas pour moi, j'ai mes arrangements. » Il hésita un moment, puis ajouta « Émilie, puis-je vous demander quelque chose ?»« Bien sûr. Pourquoi avez-vous choisi de travailler ici, dans cet hôtel ?»« Je veux dire ?» La question surprit Émilie. « C'est une question étrange. Eh bien, j'avais besoin d'un emploi stable et les horaires de nuit me convenaient. Cela me permet d'étudier pendant la journée. Je prépare un master en travail social. Et puis, j'aime l'idée d'accueillir des gens, de faire en sorte qu'ils se sentent bien. » Henri hocha la tête pensivement. « Travail social. Cela explique beaucoup de choses. » Il la regarda intensément. « Avez-vous déjà pensé à avoir votre propre organisation, quelque chose qui vous permettrait d'aider les gens à plus grande échelle ?» Émilie rit doucement. « C'est mon rêve, oui. J'aimerais un jour créer un centre d'aide pour les personnes en difficulté. Quelque chose qui combine hébergement temporaire, formation professionnelle et accompagnement social. Mais c'est un rêve coûteux. » Elle rougit légèrement. « Pardon, je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout cela. »« Parce que c'est votre passion, » répondit Henri simplement. « Et les passions méritent d'être partagées. » Il consulta sa montre. Une montre que Émilie n'avait pas remarquée la veille et qui semblait étonnamment élégante pour quelqu'un dans sa situation présumée. « Je dois y aller maintenant. » Mais avant, il fouilla dans sa poche et en sortit une carte de visite légèrement froissée. « Si jamais vous avez besoin d'aide pour votre projet ou si vous vous trouvez dans une situation difficile, appelez ce numéro. Dites simplement que vous venez de la part d'Henri. » Émilie prit la carte. Elle était simple, blanche, avec juste un numéro de téléphone et un nom. H. Moreau, consultant. Pas d'adresse, pas de titre ronflant, rien qui puisse indiquer le type de consulting. « Merci Henri, mais prenez-la s'il vous plaît. Considérez cela comme une assurance. » Il prit sa main dans les siennes et Émilie fut surprise par leur douceur et leur chaleur. « Vous m'avez aidé quand j'en avais besoin, sans rien demander en retour. C'est plus rare que vous ne le pensez. » Il se dirigea vers la sortie, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, Émilie, ce rêve de centre d'aide, ne l'abandonnez jamais. Parfois, l'univers a des façons surprenantes de réaliser les rêves des personnes qui le méritent. » Et sur ces mots énigmatiques, Henri Moreau sortit de l'hôtel et disparut dans la matinée blanche de Montréal. Émilie resta plantée derrière son comptoir, tenant la carte de visite, avec le sentiment étrange qu'elle venait de vivre quelque chose d'important sans en comprendre la portée. Elle glissa la carte dans son portefeuille, se disant qu'elle ne l'utiliserait probablement jamais, mais qu'elle la garderait en souvenir de cette nuit particulière. Les jours suivants reprirent leur cours normal. Émilie raconta l'histoire à quelques collègues, qui la félicitèrent pour sa générosité, tout en la taquinant, gentiment sur sa tendance à recueillir les âmes perdues. « Un jour tu vas tomber sur quelqu'un de dangereux », l'a mis en garde Sylvie, la réceptionniste de jour. « Tu ne peux pas faire confiance à tout le monde comme ça. » Mais Émilie ne regrettait rien. Elle avait suivi son instinct et sa conscience, et cela lui suffisait. Ce que Émilie ne savait pas, c'est que Henri avait discrètement demandé à ses assistants de se renseigner sur elle. Pas pour l'espionner, mais pour comprendre qui était cette femme extraordinaire qui l'avait aidé sans rien attendre en retour. Les rapports qu'il reçut ne firent que confirmer son intuition. Émilie Dubois était unanimement appréciée par ses collègues, ses professeurs à l'université et même par ses anciens employeurs. Une personne d'une intégrité rare, avait écrit l'un de ses professeurs. Le genre de travailleuse sociale dont notre société a cruellement besoin. Henri apprit aussi des détails touchants sur sa vie. Comment elle envoyait chaque mois une partie de son salaire à sa mère pour l'aider avec les frais médicaux de son père malade. Comment elle avait organisé une collecte de fonds parmi ses collègues pour aider un concierge de l'hôtel dont la maison avait brûlé. Comment elle passait ses week-ends libres à faire du bénévolat dans un centre pour personnes âgées. Cette femme a un cœur d'or, se dit Henri. Elle mérite qu'on l'aide à réaliser ses rêves. Pendant ce temps, Émilie continuait sa routine habituelle, mais quelque chose avait changé en elle.
Cette rencontre avec Henri l'avait marqué plus qu'elle ne voulait l'admettre. Il y avait eu quelque chose dans ses yeux, une profondeur, une intelligence qui l'intriguait. Et cette façon qu'il avait de parler comme s'il avait vécu 1000 vies, elle se surprenait parfois à penser à lui en se demandant s'il allait bien, s'il avait trouvé un endroit où vivre, s'il avait de quoi manger. Un soir, une semaine après la tempête, Émilie reçut un appel étrange au travail. « Bonsoir, ici le service de livraison premium. Nous avons un colis pour mademoiselle Émilie Dubois, à remettre en main propre. » Émilie fronça les sourcils. « Je n'attends aucun colis. C'est un envoi anonyme. Puis-je passer dans 1 heure ?» Intriguée, Émilie accepta. Le livreur arriva avec un bouquet de roses blanches accompagné d'une carte « Merci pour votre lumière dans ma nuit la plus sombre. Quelqu'un qui ne vous oubliera jamais. » Pas de signature, mais Émilie sut immédiatement de qui cela venait. 2 semaines plus tard, alors qu'elle travaillait sur ses cours de travail social pendant une pause, Émilie reçut un appel étrange. « Mademoiselle Dubois, ici Maître Beaumont du cabinet d'avocats Beaumont & Associés. Pourriez-vous passer à nos bureaux demain? Nous avons une proposition qui pourrait vous intéresser. » Émilie fronça les sourcils. « Je pense qu'il y a une erreur. Je ne connais aucun avocat et je n'ai aucune affaire en cours. » « Il n'y a pas d'erreur. Disons simplement qu'un bienfaiteur anonyme souhaite discuter d'un projet avec vous. Cela concerne votre intérêt pour le travail social. » Intriguée et légèrement inquiète, Émilie accepta le rendez-vous. Le cabinet se trouvait dans l'un des gratte-ciel les plus prestigieux du centre-ville de Montréal. Quand elle arriva le lendemain après-midi, elle fut impressionnée par le luxe discret des bureaux. Meubles en acajou, tableaux de maître, moquettes épaisses. Maître Beaumont était un homme distingué d'une 60aine d'années, aux cheveux gris argentés et au regard bienveillant. « Mademoiselle Dubois, merci d'être venue. Asseyez-vous, je vous prie. »« Maître Beaumont, je dois avouer que je ne comprends pas pourquoi je suis ici, » dit Émilie en prenant place dans le fauteuil en cuir qu'il lui désignait. L'avocat sourit. « Tout va s'éclaircir. Voici les faits. Un de mes clients souhaite financer un projet de centre d'aide sociale à Montréal. Il recherche quelqu'un pour le diriger. Quelqu'un qui a non seulement les compétences nécessaires, mais aussi la passion et l'intégrité requises pour un tel projet. » Il ouvrit un dossier devant lui. « Votre nom a été mentionné comme candidat idéal. » Émilie sentit son cœur s'accélérer. « Pardon? Mais qui? Comment? Mon client préfère rester anonyme pour le moment. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il vous a observé dans votre travail et qu'il a été impressionné par votre dévouement et votre compassion. » Maître Beaumont sortit plusieurs documents du dossier. Le budget initial prévu est de 2 millions de dollars. Cela couvrirait l'achat et l'aménagement d'un bâtiment, les salaires du personnel pour les 3 premières années et un fonds de fonctionnement. Émilie en resta bouche bée. 2 millions. Mais c'est énorme. Et pourquoi moi? Je n'ai même pas encore terminé mes études. Justement, mon client pense que la formation académique, bien qu'importante, ne vaut pas l'expérience humaine et la sincérité du cœur. Il souhaite que vous terminiez d'abord votre master, aux frais du projet bien entendu, puis que vous preniez la direction du centre. L'avocat lui tendit une chemise épaisse. « Voici le projet détaillé. Prenez le temps de l'étudier. Si cela vous intéresse, nous organiserons une rencontre avec mon client. » Émilie prit la chemise avec des mains tremblantes. « Je ne sais pas quoi dire. C'est incroyable, mais pourquoi cette générosité envers moi? Qui est votre client ?» Maître Beaumont sourit mystérieusement. « Quelqu'un qui a bénéficié de votre gentillesse et qui souhaite vous rendre l'appareil. Je ne peux pas en dire plus pour le moment. » Il se leva, indiquant que l'entretien était terminé. « Réfléchissez bien, mademoiselle Dubois. C'est une opportunité rare de réaliser vos rêves tout en aidant de nombreuses personnes. » Ce soir-là, Émilie passa des heures à éplucher le dossier. Le projet était minutieusement détaillé. Un centre qui combinerait hébergement temporaire, formation professionnelle, accompagnement psychologique et aide à la réinsertion. Exactement ce dont elle rêvait. Le budget était généreux mais réaliste. Les objectifs étaient clairs et atteignables. Whoever était ce mystérieux bienfaiteur, il connaissait parfaitement le domaine du travail social. Mais qui pouvait s'être? Elle n'avait jamais aidé personne qui aurait les moyens de financer un tel projet. Soudain, elle se souvint de la carte de visite d'Henri Moreau. Elle la sortit de son portefeuille et la regarda attentivement. H. Moreau, consultant. Pouvait-il y avoir un lien? L'idée lui sembla absurde. Henri était manifestement un homme en difficulté, pas un philanthrope milliardaire. Pourtant, quelque chose dans cette coïncidence la troublait.
Elle décida d'appeler le numéro sur la carte, juste pour en avoir le cœur net. « Bonjour, vous êtes bien chez Henri Moreau. Je ne peux pas répondre pour le moment, mais laissez-moi un message, et je vous rappellerai. » La voix était effectivement celle d'Henri, mais elle semblait différente, plus assurée, plus autoritaire que dans ses souvenirs. Émilie hésita, puis laissa un message. « Bonjour Henri, c'est Émilie, de l'hôtel Le Château Royal. Je voulais juste prendre de vos nouvelles et, eh bien, vous m'aviez dit d'appeler si j'avais besoin d'aide. Il se passe quelque chose d'étrange dans ma vie et j'aimerais vous en parler. Rappelle-moi quand vous pourrez. » Henri la rappela moins d'une heure plus tard. « Émilie, quel plaisir d'entendre votre voix. Que se passe-t-il? Henri, je vais vous sembler folle, mais avez-vous quelque chose à voir avec une proposition qu'on vient de me faire? Un projet de centre d'aide sociale ?» Il y eut un long silence au bout du fil. Puis, Henri éclata de rire, un rire chaleureux et amusé. « Vous êtes très perspicace, Émilie. »« Oui, c'est moi. Enfin, en partie. » Émilie sentit ses jambes se dérober sous elle. « Mais comment? Qui êtes-vous vraiment? » « Une longue histoire. Accepteriez-vous de dîner avec moi demain soir? Je vous expliquerai tout. »« Henri, je ne comprends rien. Comment un homme sans domicile peut-il... » « Émilie, faites-moi confiance encore une fois. Comme la nuit de la tempête. Tout s'éclairera demain soir. Retrouvons-nous au restaurant Le Continental à 20h et habillez-vous élégamment. Nous aurons des choses importantes à célébrer. » Le lendemain soir, Émilie se présenta au Continental, l'un des restaurants les plus prestigieux de Montréal, vêtue de sa plus belle robe noire. Elle était nerveuse et excitée à la fois. Le maître d'hôtel la conduisit vers une table discrète dans un coin tranquille où l'attendait un homme qu'elle reconnut à peine. Henri portait un costume sur mesure impeccablement coupé, une chemise blanche et une cravate de soie. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et il arborait une assurance qu'elle ne lui avait jamais vue. Seuls ses yeux bleus profonds étaient restés les mêmes. « Bonsoir, Émilie, » dit-il en se levant pour l'accueillir. « Vous êtes ravissante. » Il l'aida à s'installer et retourna s'asseoir en face d'elle. « Je suppose que vous avez des questions. »« Quelques-unes, oui, » répondit Émilie, encore sous le choc de sa transformation. « À commencer par, qui êtes-vous vraiment ?» Henri sourit. « Je m'appelle effectivement Henri, mais mon nom complet est Henri Monclerc, Monclerc pas Moreau, et je suis le PDG et principal actionnaire de Monclerc International, un groupe qui possède, entre autres, la chaîne d'hôtels Château Royal. » Émilie sentit le monde tanguer autour d'elle. « Vous possédez l'hôtel où je travaille ?» Entre autres choses, oui, Monclerc International est présent dans l'hôtellerie, l'immobilier, la technologie et la finance. Nous employons environ 40 000 personnes dans le monde. Il prit une gorgée de vin. Et ce soir-là, pendant la tempête, je revenais d'une réunion difficile avec mes avocats. Je venais d'apprendre que ma femme, mon ex-femme maintenant, avait tenté de me faire déclarer mentalement inapte pour prendre le contrôle de l'entreprise. Henri marqua une pause, observant l'effet de ces révélations sur Émilie. Cette nuit-là, j'étais épuisé, déçu par l'humanité, dégoûté par la cupidité et les manipulations que je voyais autour de moi. J'avais donné congé à mon chauffeur et je marchais dans la tempête pour réfléchir. Mes vêtements, eh bien, j'avais volontairement mis mes plus vieux habits, ceux que je porte quand je travaille dans mon atelier de menuiserie. Mon hobby, je voulais être anonyme, invisible. « Mon Dieu », murmura Émilie. « Pendant des années, » continua Henri, « j'ai été entouré de gens qui ne me voyaient que comme une source de profit. Ma propre épouse m'avait épousé pour ma fortune. Mes soi-disant amis disparaissaient dès que je refusais de financer leurs projets. Même mes enfants, j'en ai 2 d'un premier mariage, ne m'appellent que quand ils ont besoin d'argent. » Sa voix se brisa légèrement. « J'avais perdu foi en l'humanité, Émilie. Je me demandais si la bonté désintéressée existait encore. » Henri la regarda intensément. « Et puis vous m'avez vu, une inconnue qui n'avait aucune idée de qui j'étais, qui ne pouvait rien attendre de moi et qui m'a offert de l'aide sans hésiter. Vous m'avez traité avec une dignité que peu de gens m'accordent, même quand ils connaissent ma fortune. Vous avez vu un être humain en détresse, point final. » Émilie secouait la tête, essayant d'assimiler ces révélations. « Mais pourquoi ne pas m'avoir dit qui vous étiez? Parce que je voulais voir qui vous étiez vraiment. Si vous m'aviez reconnu, vous auriez peut-être agi différemment. Pensez aux retombées possibles, aux bénéfices que vous pourriez en tirer. Mais vous avez agi avec votre cœur sans calcul. C'était rafraîchissant. » Il sourit tristement. « Vous ne pouvez pas imaginer comme il est rare dans ma position de rencontrer des gens sincères. J'ai passé les semaines suivantes à me renseigner discrètement sur vous, avoua Henri.
Pas pour vous espionner, mais pour comprendre qui vous étiez. Tout ce que j'ai appris n'a fait que confirmer ma première impression. Vous aidez votre mère financièrement, vous faites du bénévolat, vous organisez des collectes pour vos collègues en difficulté. Vous êtes authentiquement bonne, Émilie. C'est plus rare que vous ne le pensez. Alors le projet du centre d'aide est tout à fait réel. Et je veux vraiment que vous le dirigiez. Vous avez montré cette nuit-là exactement les qualités que je recherche. Compassion, intégrité, spontanéité dans l'aide aux autres. De plus, en me renseignant sur vous, discrètement bien sûr, j'ai appris que vous étiez une excellente employée, appréciée de tous, et que vos études en travail social étaient brillantes. Henri posa sa main sur celle d'Émilie. Je ne vous offre pas ce projet par charité ou par reconnaissance. Je vous l'offre parce que vous êtes la personne idéale pour le mener. Émilie sentit les larmes lui monter aux yeux. Henri, je ne sais pas quoi dire. C'est tellement énorme. Dites oui, répondit-il simplement. Dites oui et changeons la vie de centaines de personnes ensemble. Mais pourquoi moi? Pourquoi pas quelqu'un de plus expérimenté avec plus de diplômes? Parce que l'expérience et les diplômes ne m'ont pas aidé à vous reconnaître comme une personne exceptionnelle. C'est votre cœur qui l'a fait. Et c'est ce dont les gens dans le besoin ont le plus besoin. Quelqu'un qui les voit comme des êtres humains, pas comme des dossiers ou des statistiques. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus détendue. Henri lui raconta son parcours. Fils d'une famille modeste, il avait bâti son empire grâce à un mélange de travail acharné, d'intelligence et de chance. Il avait toujours voulu utiliser sa fortune pour aider les autres, mais ses conseillers lui déconseillaient souvent les projets trop idéalistes. Avec vous, je sais que l'argent ira vraiment aux personnes qui en ont besoin, dit-il. Vous êtes ma garantie d'authenticité. Et votre ex-femme? Cette histoire de... L'affaire est réglée. Mes avocats ont prouvé que ces accusations étaient sans fondement. Elle cherchait juste à s'emparer de mes biens. Ironiquement, votre geste de cette nuit-là m'a rappelé pourquoi je voulais aider les autres en premier lieu. Cela m'a donné la force de me battre pour préserver l'entreprise et continuer mes projets philanthropiques. Henri sourit. En un sens, vous m'avez sauvé bien plus que d'une tempête de neige. À la fin du dîner, Émilie avait accepté la proposition. Henri insista pour qu'elle prenne le temps de finir ses études sans stress financier. Il lui offrait une bourse complète et un salaire de consultante pour l'aider à préparer le projet. « Nous commencerons par chercher le bâtiment idéal, dit-il. J'ai quelques pistes, et nous constituerons ensemble l'équipe. Vous aurez carte blanche sur tous les aspects humains et sociaux du projet. » Les mois qui suivirent furent une période intense d'apprentissage mutuel. Henri découvrait les réalités du travail social à travers les yeux d'Émilie, tandis qu'elle s'initiait au monde des affaires et de la gestion de projets. Ils passèrent de nombreuses soirées ensemble à planifier chaque détail, du centre de l'aménagement des espaces au programme d'accompagnement. Henri était impressionné par la rigueur et la vision d'Émilie, qui avait des idées précises sur chaque aspect du projet. « Nous ne voulons pas créer un simple hébergement, » expliquait-elle un soir penchée sur les plans architecturaux. « Nous voulons créer un tremplin vers l'autonomie. Chaque espace doit être pensé pour redonner dignité et espoir. » Elle avait insisté pour que chaque chambre ait sa propre salle de bain, que le salon commun soit chaleureux comme un vrai foyer, que les salles de formation soient équipées du matériel le plus moderne. Si nous voulons que les gens croient en leur potentiel, nous devons d'abord leur montrer qu'ils le méritent. Henri apprenait aussi à connaître la vraie Émilie. Derrière sa douceur apparente se cachait une détermination de fer et une intelligence stratégique remarquable. Quand un architecte proposa des chambres sans fenêtres pour économiser l'espace, Émilie refusa, catégoriquement. Ces personnes ont souvent vécu dans l'ombre. Nous devons leur offrir la lumière, pas la reproduire l'obscurité. Quand un comptable suggéra de réduire le budget formation pour augmenter la capacité d'hébergement, elle tint bon. Héberger 100 personnes sans les former, c'est créer 100 futurs sans-abri. Former 50 personnes, c'est créer 50 success stories. Le processus de recrutement de l'équipe révéla encore davantage la personnalité d'Émilie. Elle privilégiait l'empathie sur l'expérience, la motivation sur les diplômes. Je préfère quelqu'un qui a vécu des difficultés et s'en est sorti qu'un expert qui n'a jamais eu froid, disait-elle. C'est ainsi qu'elle recruta Marc-André, un ancien toxicomane devenu éducateur spécialisé, et Fatima, une ancienne réfugiée devenue travailleuse sociale. Cette équipe a de l'authenticité, observa Henri. Ils savent de quoi ils parlent. Les premières semaines de collaboration furent parfois tendues. Henri avait
l'habitude de prendre des décisions rapidement et autoritairement, tandis qu'Émilie préférait la concertation et la réflexion collective. Dans le monde des affaires, la rapidité est cruciale, expliquait Henri. Dans le travail social, la précipitation peut être dangereuse, répondait Émilie. Nous travaillons avec des vies humaines, pas avec des chiffres. Ils apprirent à trouver un équilibre, Henri apportant l'efficacité organisationnelle, Émilie veillant à l'aspect humain de chaque décision. Un épisode marquant de cette période fut leur première visite dans un centre d'hébergement existant pour étudier les bonnes pratiques. Émilie voulait comprendre ce qui fonctionnait et ce qui ne marchait pas dans les structures traditionnelles. Ils visitèrent un centre municipal où les conditions étaient spartiates. Dortoir de 20 lits, douche commune, règlements stricts, atmosphère impersonnelle. Henri fut choqué par la froideur des lieux. Comment peut-on se reconstruire dans un endroit pareil, murmura-t-il à Émilie. C'est exactement ce que nous ne voulons pas reproduire, répondit-elle. Ils rencontrèrent aussi le directeur de ce centre, un homme fatigué, qui leur expliqua les contraintes budgétaires et administratives qui limitaient son action. « Nous faisons ce que nous pouvons avec les moyens qu'on nous donne », dit-il avec amertume. Mais les gens nous reprochent de ne pas faire de miracles. Cette rencontre marqua profondément Henri, qui réalisa les défis auxquels faisaient face les travailleurs sociaux au quotidien. « Nous allons leur montrer qu'on peut faire mieux », dit-il à Émilie en repartant. « Nous allons prouver qu'avec des moyens adéquats et de la volonté, on peut vraiment changer les choses. » Parallèlement à la préparation du centre, Henri et Émilie apprenaient à se connaître personnellement. Leurs rendez-vous de travail se prolongeaient souvent par des dîners où ils parlaient de leur vie, de leurs rêves, de leurs blessures. Henri racontait son enfance modeste, fils d'un ouvrier métallurgiste et d'une couturière, comment il avait bâti son empire en partant de rien. « J'ai oublié mes origines pendant quelques années, avouait-il. La richesse peut rendre aveugle. Heureusement, vous m'avez rappelé d'où je viens. » Émilie partageait ses propres souvenirs. Sa mère travaillant de nuit pour payer ses études, les sacrifices de sa famille pour qu'elle puisse poursuivre ses rêves, sa culpabilité parfois de réussir quand d'autres n'avaient pas cette chance. « C'est pour cela que je veux faire ce métier, » expliquait-elle, « pour rendre ce qu'on m'a donné, pour que d'autres aient les mêmes opportunités que moi. » 6 mois après l'ouverture, le centre d'aide Émilie Dubois, Henri avait insisté pour qu'il porte son nom malgré ses protestations, ouvrait ses portes dans un ancien entrepôt rénové du quartier Saint-Henri. Le bâtiment avait été transformé en un espace lumineux et chaleureux, avec des chambres individuelles spacieuses, des espaces communs confortables, des salles de formation modernes, et même un jardin intérieur où les résidents pouvaient se détendre. Le centre pouvait accueillir 50 personnes en hébergement temporaire et offrait des services à près de 200 personnes par mois. Émilie avait recruté une équipe de 10 professionnels, travailleurs sociaux, psychologues, conseillers en emploi, formateurs. L'approche était holistique, visant non seulement à répondre aux besoins immédiats, mais à accompagner les personnes vers l'autonomie. Le premier bénéficiaire fut Roberto, un homme de 45 ans qui avait perdu son emploi d'ingénieur suite à une dépression après le décès de sa femme. Il avait tout perdu, maison, économie, confiance en lui. « Je ne pensais pas que je pourrais un jour m'en sortir », avoua-t-il à Émilie lors de leur premier entretien. L'histoire de Roberto illustrait parfaitement la philosophie du centre. Au lieu de se contenter de lui offrir un lit et des repas, l'équipe d'Émilie élabora un plan personnalisé. Roberto bénéficia d'un accompagnement psychologique pour surmonter son deuil, d'une formation en informatique pour actualiser ses compétences et d'un coaching professionnel pour le préparer aux entretiens d'embauche. 6 mois plus tard, il décrochait un poste dans une entreprise de génie civil et emménageait dans son propre appartement. « Vous ne m'avez pas seulement donné un toit, » dit-il. « Fa Émilie, le jour de son départ. Vous m'avez redonné ma dignité. » La deuxième résidente marquante fut Anaïs, une jeune femme de 22 ans qui avait grandi dans le système de protection de la jeunesse. Sans famille pour la soutenir à sa majorité, elle s'était retrouvée à la rue avec son bébé de 6 mois. « Personne n'a jamais cru en moi », confia-t-elle à Émilie, les larmes aux yeux. « Les travailleurs sociaux me disaient que je ne serais jamais capable d'élever mon enfant correctement. » Émilie lui répondit « Ici, nous ne regardons pas votre passé, nous regardons votre potentiel. » Anaïs devint un exemple inspirant de résilience. Avec le soutien du centre, elle termina ses études secondaires, puis entreprit une formation en petite enfance. L'équipe l'aida à organiser la garde de son bébé pendant ses cours,
lui fournit un accompagnement parental et l'encouragea à chaque étape. 2 ans plus tard, elle dirigeait sa propre garderie en milieu familial et était devenue mentor pour d'autres jeunes mères en difficulté. Émilie m'a appris que l'amour maternel était déjà en moi, dit-elle. Il fallait juste me donner les outils pour l'exprimer. Henri venait régulièrement visiter le centre, toujours discrètement. Il aimait voir Émilie en action, dirigeant son équipe avec une combinaison de fermeté et de bienveillance qui forçait l'admiration. Un jour, il la trouva en train de consoler David, un adolescent de 17 ans qui venait d'être expulsé de chez lui par des parents qui ne supportaient plus son homosexualité. Le jeune homme était effondré, convaincu qu'il ne valait rien. Émilie passa 2 heures avec lui, l'écoutant, le rassurant, lui expliquant que sa valeur ne dépendait pas de l'acceptation des autres. « David, lui dit-elle avec douceur, tu n'es pas responsable de l'intolérance de tes parents. Tu es un jeune homme intelligent, sensible, avec un cœur énorme. Nous allons t'aider à construire une nouvelle famille, une famille de cœur qui t'acceptera tel que tu es. » Henri, qui observait la scène depuis le couloir, fut profondément ému par la compassion naturelle d'Émilie. « Elle a un don, pensa-t-il. Elle sait toucher l'âme des gens et leur redonner espoir. » David resta au centre pendant 8 mois. Avec le soutien de l'équipe, il termina ses études secondaires avec mention, puis intégra un programme universitaire en psychologie. Il voulait devenir travailleur social pour aider d'autres jeunes LGBTQ+ en détresse. « Émilie m'a sauvé la vie, » dit-il lors de la fête organisée pour son départ du centre. « Elle m'a appris à m'aimer tel que je suis. Maintenant, je veux transmettre ce message à d'autres. » Elle avait un don pour mettre les gens en confiance, pour voir au-delà des apparences et identifier les besoins réels de chacun. Un soir, Henri la trouva en train de peindre avec Sylviane, une femme de 55 ans qui souffrait de troubles bipolaires et qui avait perdu son logement lors d'une crise. « L'art-thérapie », expliqua Émilie à Henri, « c'est un moyen d'expression quand les mots ne suffisent plus. » Sylviane, qui n'avait pas parlé depuis son arrivée au centre 3 semaines plus tôt, souriait en mélangeant les couleurs sur sa toile. « Vous aviez raison », lui dit Henri plus tard. « L'expérience humaine vaut tous les diplômes du monde. » Il marqua une pause. « Mais ce qui m'impressionne le plus, c'est que vous traitez chaque personne comme si elle était unique. Vous ne voyez pas des cas sociaux, vous voyez des individus avec leur propre histoire. » Émilie sourit. « C'est exactement ce que vous avez fait pour moi cette nuit de tempête. Vous m'avez vu comme une personne, pas comme une employée d'hôtel. J'essaie juste de rendre l'appareil. » L'équipe qu'Émilie avait constituée partageait cette philosophie. Marc-André, l'ancien toxicomane devenu éducateur, avait une approche particulièrement efficace avec les personnes souffrant d'addiction. « Je sais exactement ce qu'ils vivent, » disait-il. « Je peux leur dire avec sincérité que s'en sortir est possible, parce que je l'ai fait. » Fatima, l'ancienne réfugiée, excellait dans l'accompagnement des nouveaux arrivants au Canada. Quand on a tout perdu et qu'on doit tout reconstruire dans un pays étranger, on comprend le désespoir mais aussi la force qu'il faut pour recommencer, expliquait-elle. 1 an après l'ouverture, le centre affichait des résultats remarquables. 80% des personnes hébergées avaient trouvé un logement stable, 70% avaient trouvé un emploi ou une formation, et le taux de récidive était exceptionnellement bas. Plus impressionnant encore, le centre était devenu un lieu de référence où d'anciens bénéficiaires revenaient en tant que bénévoles pour aider les nouveaux arrivants. « C'est le plus beau compliment qu'on puisse nous faire », dit Émilie à Henri. « Quand nos anciens résidents deviennent nos ambassadeurs, cela signifie qu'on a vraiment changé leur vie. » Le projet avait attiré l'attention des médias et des pouvoirs publics, servant de modèle pour d'autres villes. Des délégations venaient régulièrement visiter le centre pour comprendre les secrets de son succès. « Il n'y a pas de secret », expliquait toujours Émilie aux visiteurs. « Il faut juste traiter les gens avec respect, leur donner les outils dont ils ont besoin et croire en leur potentiel. Et surtout, il faut être patient. La reconstruction d'une vie, ça prend du temps. » Mais ce qui touchait le plus Henri, c'était de voir comment Émilie traitait chaque personne qui franchissait les portes du centre, avec la même compassion instinctive qu'elle avait montrée cette nuit de tempête. Elle ne voyait pas des sans-abri ou des cas sociaux, mais des histoires humaines, des potentiels à révéler, des dignités à restaurer. « C'est exactement ce que j'espérais », dit-il à Maître Beaumont. Elle transforme non seulement la vie des bénéficiaires, mais aussi celle de toute l'équipe. Tout le monde ressort grandi du contact avec elle. 2 ans après leur première rencontre, Henri invita Émilie à dîner pour célébrer l'anniversaire du centre. Cette fois, ils allèrent dans un petit restaurant du plateau Mont-Royal.
plus simple et chaleureux que le continental. « J'ai quelque chose à vous proposer », dit Henri en levant son verre. « Montclair International veut créer une fondation dédiée à l'aide sociale. J'aimerais que vous en preniez la direction. Nous pourrions reproduire le modèle du centre dans d'autres villes, d'autres pays même. » Émilie faillit s'étouffer avec son vin. « Henri, c'est énorme. Mais le centre ici continuerait de fonctionner, bien sûr. Vous auriez juste un rôle plus large, plus stratégique, et une équipe pour vous aider. » Il posa une enveloppe sur la table. « Voici le projet détaillé. La fondation disposerait d'un budget annuel de 50 millions de dollars pour commencer. » Émilie prit l'enveloppe avec des mains tremblantes, comme 2 ans plus tôt dans le bureau de Maître Beaumont. « Pourquoi faites-vous tout cela ?» demanda-t-elle, reprenant presque mot pour mot la question qu'Henri lui avait posée cette nuit de tempête. Henri sourit en reconnaissant la symétrie. « Parce que vous m'avez appris quelque chose d'essentiel, que la vraie richesse ne se mesure pas en dollars, mais en vie transformée. Et parce que... » Il hésita, puis continua. « Parce que je suis tombé amoureux de vous. Pas seulement de votre beauté ou de votre intelligence, mais de votre âme. » Le silence tomba sur leur table. Émilie le regardait, les yeux écarquillés. « Henri, je sais que c'est compliqué. La différence de fortune, de statut social. Mais j'aimerais essayer de construire quelque chose avec vous. Pas seulement professionnellement, mais personnellement aussi. » Il prit sa main. « Cette nuit de tempête, vous m'avez sauvé. Pas seulement du froid, mais de ma propre amertume. Vous m'avez rappelé qu'il existait encore de la bonté désintéressée dans le monde. » Émilie sentit son cœur battre la chamade. Elle aussi avait développé des sentiments pour Henri au fil de leur collaboration. Sa gentillesse, son intelligence, sa façon de la traiter en égal malgré leurs différences de fortune. « Henri, moi aussi j'ai des sentiments pour vous, mais comment être sûr que ce n'est pas de la reconnaissance déformée? Vous avez changé ma vie, réalisé mes rêves. » Henri secoua la tête. « Émilie, c'est vous qui avez changé ma vie. Avant cette nuit-là, j'étais en train de devenir cynique, de perdre foi en l'humanité. Vous m'avez rappelé pourquoi je voulais faire quelque chose de bien avec ma fortune. » Ils parlèrent jusqu'à la fermeture du restaurant, explorant leurs sentiments, leurs espoirs, leurs craintes. À la fin de la soirée, ils avaient décidé de tenter l'aventure, ensemble, tant personnellement que professionnellement. « Nous prendrons notre temps, » dit Henri. « Nous construirons quelque chose de solide, basé sur le respect mutuel et les valeurs partagées. » Émilie accepta la direction de la fondation avec la condition qu'elle pourrait continuer à superviser le centre de Montréal. Sainte. Mois plus tard, la fondation Montclair-Dubois était officiellement lancée. Le premier projet était un centre similaire à celui de Montréal, mais à Toronto. Émilie se souvient encore de ce premier voyage avec Henri pour inaugurer le centre de Toronto. Elle était nerveuse. C'était la première fois qu'elle parlait devant autant de médias et de personnalités politiques. « Et si je dis quelque chose de travers ?» avait-elle murmuré à Henri dans la voiture. Il avait pris sa main et lui avait répondu « Parle avec ton cœur comme tu l'as toujours fait. C'est ce qui nous a menés jusqu'ici. » L'inauguration fut un succès retentissant. Émilie raconta l'histoire de leur rencontre lors de la tempête sans révéler l'identité d'Henri à l'époque et expliqua comment un simple geste de compassion avait donné naissance à ce projet. Dans l'audience, elle remarqua une femme âgée qui pleurait silencieusement. Après son discours, la dame s'approcha d'elle. « Madame, mon petit-fils vit dans la rue depuis 2 ans. Grâce à vous, j'ai de nouveau de l'espoir. » Cette rencontre marqua profondément Émilie et renforça sa conviction qu'ils étaient sur la bonne voie. Le centre de Toronto accueillit son premier bénéficiaire le lendemain de l'inauguration. Marcus, un ancien soldat de 28 ans qui souffrait de stress post-traumatique et n'arrivait pas à se réadapter à la vie civile. Émilie passa plusieurs heures avec lui, écoutant son histoire, comprenant ses besoins spécifiques. 6 mois plus tard, Marcus était devenu coordinateur du programme d'aide aux anciens militaires dans le centre. « Vous m'avez redonné une mission, » dit-il à Émilie. « Maintenant, j'aide d'autres vétérans comme moi. » Puis vinrent Vancouver, Halifax et effectivement Paris et Londres. Chaque ouverture était une aventure, avec ses défis culturels et administratifs. À Paris, ils durent s'adapter aux spécificités du système social français. À Londres, ce fut la bureaucratie qui leur posa des défis. Mais à chaque fois, l'équipe locale qu'ils formaient finissait par trouver les bonnes approches. Émilie découvrait le monde des affaires internationales, apprenait à gérer des budgets importants, à négocier avec les pouvoirs publics de différents pays, à communiquer avec les médias dans plusieurs langues. Un épisode particulièrement marquant
eut lieu lors de l'ouverture du centre de Londres. Une journaliste sceptique avait tenté de déstabiliser Émilie en l'accusant de philanthropie de façade et en suggérant que les riches comme Henri ne faisaient cela que pour améliorer leur image. Émilie avait répondu calmement. « Je comprends votre scepticisme. Moi-même, j'aurais pu penser la même chose il y a quelques années, mais je peux vous assurer que notre engagement est réel. Monsieur Moncler aurait pu garder son anonymat, faire des dons discrets et s'épargner tout cela. S'il accepte la visibilité, c'est pour encourager d'autres entrepreneurs à suivre cet exemple. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. 80% de réinsertion durable. » La journaliste était restée silencieuse et son article publié la semaine suivante était devenu l'un des plus favorables à leur action. Henri l'accompagnait souvent dans ses déplacements. Il formait une équipe redoutable, lui apportait l'expérience des affaires et les contacts, elle apportait l'expertise sociale et l'authenticité. Mais surtout, ils partagèrent la même vision, utiliser l'argent comme un outil pour révéler le potentiel humain, pas pour créer de la dépendance. « Nous ne donnons pas de poissons », aimait dire Émilie. « Nous apprenons aux gens à pêcher et nous leur fournissons la canne et l'étang. » Leurs relations personnelles évoluaient en parallèle de leur collaboration professionnelle. Henri était un homme attentionné, qui savait écouter et respecter les opinions d'Émilie. Il n'essayait jamais d'imposer ses vues ou d'utiliser sa fortune pour influencer leurs décisions communes. Émilie appréciait sa simplicité dans la vie privée. Malgré ses moyens, il préférait les dîners à la maison aux restaurants gastronomiques, les promenades dans le vieux Montréal aux voyages de luxe. « J'ai eu ma dose de strass et de paillettes avec mon ex-femme », lui expliquait-il. « Avec toi, je retrouve l'essentiel. » Ils avaient leur petit rituel qui les rapprochait. Chaque dimanche matin, ils préparaient ensemble le petit déjeuner en écoutant de la musique classique. Puis ils lisèrent les rapports des centres en buvant leur café. Henri avait appris à faire des crêpes. « La seule chose que je sais cuisiner décemment », disait-il en riant. Et Émilie se chargeait des fruits frais et du thé. Ces moments simples étaient ceux qu'elle préférait, quand l'homme d'affaires millionnaire redevenait simplement Henri, avec ses petites manies et sa tendresse maladroite. Il y eut aussi des moments difficiles qui les rapprochèrent. Un soir, Émilie rentra épuisée après une journée particulièrement éprouvante au centre. Une jeune mère célibataire, Sarah, était arrivée avec ses 2 enfants en bas âge, fuyant un conjoint violent. Elle avait tout perdu et était dans un état de détresse profonde. Émilie avait passé des heures avec elle, l'aidant à retrouver un semblant de confiance en l'avenir, mais elle était rentrée chez elle le cœur lourd. Henri l'avait trouvée en larmes dans leur salon. « Parfois, j'ai l'impression que ce qu'on fait n'est qu'une goutte d'eau dans l'océan », avait-elle confié à Henri. « Il y a tant de souffrances, tant de situations qu'on ne peut pas résoudre avec juste de la bonne volonté et de l'argent. » Henri s'était assis à côté d'elle et l'avait prise dans ses bras. « Tu sais ce qu'on m'a dit un jour, qu'on ne peut pas sauver le monde entier, mais qu'on peut sauver le monde de quelqu'un. Sarah et ses enfants, c'est leur monde qu'on est en train de sauver. Et Marcus et Jean-Pierre et tous les autres. » Cette conversation les avait encore rapprochés, Henri découvrant la vulnérabilité d'Émilie et Émilie appréciant le soutien inconditionnel d'Henri. Un autre épisode marquant fut la visite surprise de l'ex-femme d'Henri au centre de Montréal, 6 mois après le début de leur relation. Vanessa Moncler, elle avait gardé le nom, était une femme élégante et froide qui débarqua un matin avec un air hautain. « Je voulais voir de mes propres yeux cette œuvre de charité qui accapare tant l'attention de mon ex-mari », avait-elle dit à Émilie d'un ton condescendant. Émilie avait gardé son calme et lui avait proposé une visite complète du centre. Au bout d'1 heure, face aux témoignages des bénéficiaires et à l'évidente sincérité du projet, Vanessa était repartie silencieuse. Henri avait appris cette visite par Émilie le soir même et s'était excusé. Elle n'aurait pas dû venir t'embêter. « Au contraire, avait répondu Émilie, je suis contente qu'elle ait vu. Maintenant, elle sait que notre relation n'est pas un caprice, mais quelque chose de profond et d'authentique. » 2 ans et demi après cette fameuse nuit de tempête, Henri demanda Émilie en mariage. Pas dans un restaurant chic ou au sommet d'une tour, mais dans le bureau du centre d'aide, un soir où il travaillait tard sur les dossiers de la fondation. « Émilie, dit-il en posant ses documents, j'ai une dernière proposition à te faire. » Elle leva les yeux amusée. « Encore un nouveau projet ? En quelque sorte. Le projet d'une vie commune, officiellement. » Il sortit une bague simple mais élégante de sa poche. « Veux-tu m'épouser ?» Émilie fondit en larmes, de joie cette fois. « Oui, 1000 fois oui. » Ils s'embrassèrent au milieu des dossiers et des plans de développement,
entourée par les photos des bénéficiaires du centre qui tapissaient les murs. « C'est parfait, » murmura Émilie. « C'est ici que tout a commencé, en quelque sorte. Ta transformation, la mienne, notre mission commune. » Henri la serra contre lui. « Et c'est ici que nous continuerons à construire notre avenir. » Le mariage eut lieu 6 mois plus tard, en présence des familles, des amis, mais aussi de nombreux bénéficiaires des centres. Henri avait insisté pour que la cérémonie soit simple et chaleureuse, reflet de leurs valeurs partagées. La cérémonie eut lieu dans le parc La Fontaine, sous un chapiteau blanc décoré de fleurs sauvages. Au lieu de cadeaux, ils demandèrent aux invités de faire des dons à la fondation. « Nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin », expliquait Émilie. « Le plus beau cadeau que vous puissiez nous faire, c'est d'aider d'autres personnes à réaliser leurs rêves. » Le moment le plus émouvant de la cérémonie fut le discours de Marcus, l'ancien soldat du centre de Toronto, qui était devenu comme un petit frère pour Émilie. « Émilie et Henri, dit-il d'une voix tremblante d'émotion, vous m'avez appris que les anges existent vraiment et qu'ils portent parfois des costumes cravates ou des badges de réceptionnistes. Vous avez transformé ma vie, mais plus que cela, vous m'avez redonné l'espoir en l'humanité. » Il n'y eut pas un œil sec dans l'assistance. Sarah, la jeune mère que Émilie avait aidée quelques mois plus tôt, était également présente avec ses enfants. Elle avait retrouvé un emploi stable et un logement, et ses enfants étaient épanouis. « Madame Émilie, » dit sa petite fille de 6 ans en tirant sur sa robe de mariée, « vous êtes une vraie princesse. Papa Henri aussi, il est gentil. » Henri s'accroupit à sa hauteur et lui répondit avec un grand sourire. « J'essaie d'être aussi gentil que ta maman et Émilie. Vous voulez danser avec moi tout à l'heure ?» La petite fille applaudit de joie. Au lieu de la traditionnelle pièce montée, ils avaient choisi un gâteau simple fait par l'équipe de cuisine du centre de Montréal. C'était un gâteau au chocolat décoré avec des photos des différents centres et de leurs bénéficiaires. « Notre vraie richesse, » dit Émilie en coupant le gâteau avec Henri, « ce sont toutes ces vies qui s'épanouissent grâce à notre travail commun. » Pendant leur voyage de noces, un tour du monde pour visiter les projets sociaux innovants dans différents pays, Henri et Émilie planifièrent l'avenir de leur fondation, mais ils prirent aussi le temps de vraiment se découvrir en tant que couple. En Inde, ils visitèrent un projet de microcrédit pour les femmes rurales. En Afrique du Sud, ils rencontrèrent des anciens détenus réinsérés grâce à des programmes de formation. Au Japon, ils découvrirent un système d'aide aux personnes âgées isolées. Chaque visite leur donnait de nouvelles idées pour améliorer leur propre centre. Un soir à Kyoto, alors qu'ils se promenaient dans un temple illuminé, Henri confia à Émilie « Tu sais, avant de te rencontrer, j'avais l'impression que ma richesse était une malédiction. Tout le monde me voyait d'abord comme un portefeuille sur pattes. Avec toi, j'ai appris à en faire une bénédiction, un outil pour changer le monde. » Émilie prit sa main. « Et moi, j'ai appris que l'amour véritable ne connaît pas de barrière sociale. Nous sommes 2 âmes qui se complètent. Point final. » Il voulait créer un réseau international de centres d'aide, mais aussi développer des programmes de formation pour d'autres travailleurs sociaux. L'idée d'une université spécialisée dans l'innovation sociale avait germé pendant leur voyage, inspirée par une rencontre avec un professeur de Harvard qui leur avait dit « Ce que vous faites devrait être enseigné dans toutes les écoles de commerce du monde. Nous avons les moyens de changer les choses à grande échelle, » dit Henri. « Et nous avons l'expertise pour le faire bien. » 3 ans après leur mariage, la Fondation Montclair-Dubois était devenue une référence mondiale dans l'aide sociale innovante. Elle gérait 15 centres dans 8 pays, avait formé plus de 1000 professionnels et avait aidé directement plus de 10 000 personnes à sortir de la précarité. Émilie était régulièrement invitée à des conférences internationales et plusieurs gouvernements lui demandaient des conseils pour leur politique sociale. Mais le chemin n'avait pas été sans embûches. Il y avait eu la crise du centre de Berlin, où un ancien bénéficiaire mécontent avait tenté de faire chanter la fondation en menaçant de révéler des informations confidentielles sur d'autres résidents. L'homme, Klaus, était un ancien cadre bancaire qui avait mal vécu son passage au centre et qui reprochait à l'équipe de ne pas lui avoir trouvé un emploi à la hauteur de ses attentes. « Je vaux mieux que les petits boulots que vous me proposez », avait-il dit avec amertume à l'équipe berlinoise. Quand les menaces de Klaus devinrent sérieuses, Henri voulut régler l'affaire rapidement et discrètement, comme il l'aurait fait dans le monde des affaires. « Donnons-lui de l'argent pour qu'il se taise », proposa-t-il. Mais Émilie s'opposa fermement. « Si nous cédons au chantage, nous trahissons tous nos autres bénéficiaires, et nous montrons que nous avons quelque chose à cacher, ce qui n'est pas le cas. » Elle insista pour gérer la crise avec transparence,
renforçant leur protocole de confidentialité et offrant un accompagnement psychologique supplémentaire à Klaus lui-même. Klaus souffre d'une dépression profonde liée à la perte de son statut social, expliqua Émilie à Henri après avoir rencontré l'homme personnellement. Sa colère contre nous cache en réalité une colère contre lui-même. Il a besoin d'aide, pas de condamnation. Effectivement, après plusieurs séances, avec un psychologue spécialisé, Klaus finit par s'excuser et révéla qu'il avait lui-même vécu des violences dans l'enfance qui ressurgissaient dans les moments de stress. « Chaque crise nous rend plus forts », avait dit Émilie à l'équipe berlinoise. « Elle nous montre où nous devons nous améliorer. » Il y avait eu aussi les accusations de certains médias suggérant que la fondation servait d'abri fiscal à Henri. Un journaliste particulièrement acharné, Pierre Dubois, aucun lien de parenté avec Émilie, avait mené une campagne de dénigrement pendant plusieurs mois, insinuant que Henri utilisait ses œuvres de charité pour éviter l'impôt et que Émilie était sa complice naïve ou intéressée. Comment une simple réceptionniste peut-elle diriger une fondation de cette envergure ? Avait-il écrit dans un article venimeux. N'y a-t-il pas anguille sous roche ? Ces attaques blessèrent profondément Émilie, qui commença à douter d'elle-même. « Et s'il avait raison ?» dit-elle un soir à Henri en larmes. « Et si j'étais vraiment incompétente ? Et si tu m'avais choisi par reconnaissance et non par mérite ?» Henri la prit dans ses bras et lui rappela tout leur succès. « Regarde les chiffres, Émilie. Regarde les vies transformées. Regarde l'équipe que tu as constituée, les innovations que tu as apportées. Ce journaliste critique parce qu'il ne comprend pas qu'on puisse réussir en faisant le bien. » Une enquête journalistique approfondie menée par un média concurrent révéla finalement que non seulement Henri payait tous ses impôts, mais qu'il investissait personnellement dans la fondation bien plus que les avantages fiscaux qu'il pouvait en tirer. De plus, l'enquête révéla que Pierre Dubois avait lui-même des liens financiers avec un concurrent de Moncler International. « L'argent économisé en impôts, nous le remettons dans de nouveaux projets », avait expliqué Henri lors d'une conférence de presse. « Notre comptabilité est ouverte à tout journaliste sérieux qui souhaite la vérifier. » Le moment le plus difficile fut quand Émilie fit une fausse couche lors de sa première grossesse. Ils étaient en déplacement à Lisbonne pour l'ouverture d'un nouveau centre quand cela arriva. Émilie était enceinte de 3 mois et il n'avait encore annoncé la nouvelle à personne. Ce devait être une période de joie pure, mais elle se transforma en tragédie personnelle. Henri annula tous ses rendez-vous et resta 3 semaines avec Émilie pour l'accompagner dans cette épreuve. « Je me sens tellement vide », murmura Émilie un soir, blottie contre Henri dans leur chambre d'hôtel, comme si une partie de moi était morte avec ce bébé. Henri caressa ses cheveux avec une tendresse infinie. « Nous aurons d'autres enfants », lui murmura-t-il. « Et en attendant, nous en avons déjà des centaines dans nos centres. Ils ne remplaceront jamais celui qu'on a perdu, mais ils nous rappellent que notre amour peut créer de la vie d'autres façons. » Cette épreuve les rapprocha encore plus, Henri découvrant une Émilie vulnérable qu'il ne connaissait pas et Émilie appréciant plus que jamais la présence rassurante de son mari. « Tu sais, » dit-elle un jour en regardant par la fenêtre de leur hôtel les enfants qui jouaient dans un parc, « peut-être que notre rôle n'est pas de faire des enfants biologiques, mais d'être les parents de cœur de tous ces gens qu'on aide à renaître. » Henri acquiesça. « Tu as peut-être raison. Notre famille, c'est peut-être tous ceux qu'on a aidés à se reconstruire. » C'est pendant cette période difficile qu'ils prirent la décision de créer l'École internationale d'innovation sociale Moncler Dubois. « Si nous ne pouvons pas avoir d'enfants tout de suite, » dit Émilie, « formons au moins la prochaine génération de travailleurs sociaux. » Cette école devint leur nouveau projet commun, une façon de canaliser leur douleur en quelque chose de constructif. L'école ouvrit ses portes à Montréal, 2 ans plus tard proposant des formations courtes pour les professionnels en exercice et un master complet en innovation sociale. Le programme était révolutionnaire. Moitié théorie, moitié pratique sur le terrain dans leur centre. Les étudiants passaient 6 mois en formation académique et 6 mois en immersion dans les centres de la Fondation à travers le monde. Nous voulons former des professionnels qui comprennent vraiment les réalités du terrain, expliquait Émilie au premier étudiant. Vous ne pouvez pas aider quelqu'un si vous ne comprenez pas ce qu'il vit. Un autre défi majeur fut l'opposition de certains membres de la famille d'Henri. Ces 2 enfants de son premier mariage, Alexandre et Isabelle, alors dans la trentaine, acceptèrent mal sa relation avec Émilie. Ils voyaient en elle une intruse
qui détournaient leur père de ses responsabilités familiales et surtout qui risquaient de dilapider leur héritage. « Papa a perdu la tête », dit Alexandre à Henri lors d'un dîner tendu. « Cette fille l'a ensorcelé avec ses beaux sentiments. Il dépense des millions pour des inconnus au lieu de penser à sa vraie famille. » Henri fut profondément blessé par ces accusations. « Émilie ne m'a jamais rien demandé », répondit-il fermement. « C'est moi qui ai voulu créer cette fondation. Et pour votre information, votre héritage n'est pas menacé. J'ai suffisamment d'argent pour vous laisser une fortune et continuer mes œuvres philanthropiques. » Mais les tensions persistèrent, et pendant plusieurs années, Henri eut très peu de contact avec ses enfants. Mais ce qui rendait Henri le plus fier, c'était de voir qu'Émilie était restée la même personne que cette nuit de tempête. Malgré sa notoriété et ses responsabilités, elle prenait encore le temps de parler personnellement avec chaque nouveau bénéficiaire du centre de Montréal. Elle connaissait leurs histoires, leurs rêves, leurs progrès. Un jour, Henri l'a surpris en train de peindre les ongles d'une adolescente du centre qui se préparait pour un entretien d'embauche. « Tu es resté toi-même », lui dit-il ce soir-là. « C'est le plus beau compliment que je puisse te faire. » L'adolescente en question, Mélissa, était arrivée au centre à 16 ans, enceinte et rejetée par sa famille. Émilie l'avait accompagnée tout au long de sa grossesse, l'aidant à terminer ses études secondaires et à préparer son avenir. Quand Mélissa eut son bébé, une petite fille qu'elle appela Émilie en l'honneur de sa bienfaitrice, Henri et Émilie furent choisis comme parrains et marraines. « Vous êtes ma vraie famille », dit Mélissa en larmes le jour du baptême. « Sans vous, je ne sais pas ce que je serais devenue. » Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le quartier où se trouvait le centre original, ils croisèrent un homme qui interpella Émilie. « Madame Dubois, vous vous souvenez de moi? Jean-Pierre, vous m'aviez aidé il y a 3 ans. » Effectivement, Émilie se souvenait. Jean-Pierre était arrivé au centre complètement découragé après avoir perdu son emploi et sa maison. Maintenant, il était bien habillé, souriant et accompagné d'une femme et d'un enfant. « Je voulais vous présenter ma famille, » dit-il fièrement. « Ma femme Sarah et mon fils Thomas. J'ai retrouvé du travail grâce à la formation que vous m'aviez proposée et nous avons pu nous marier l'an dernier. » Émilie et Henri passèrent un quart d'heure à discuter avec Jean-Pierre et sa famille. En repartant, Henri prit la main d'Émilie. « Tu vois, c'est ça, le vrai succès. Pas les chiffres ou les statistiques, mais ces sourires, ces vies transformées. » Émilie acquiesça, émue. « Tu sais, parfois je repense à cette nuit de tempête. Si j'avais su que t'aider changerait ma vie à ce point, tu l'aurais fait quand même, » dit Henri avec certitude. « Parce que c'est qui tu es. » 5 ans après leur rencontre, Henri et Émilie attendaient leur premier enfant. Cette fois, la grossesse se déroulait bien et ils avaient décidé de ralentir un peu leur voyage pour se concentrer sur leur future famille, tout en continuant à diriger la fondation. « Il ou elle grandira entouré de toutes ces histoires de seconde chance, » dit Émilie en caressant son ventre. « Nous lui apprendrons que la vraie richesse, c'est de pouvoir aider les autres. » Henri sourit. « Et nous lui raconterons comment ses parents se sont rencontrés pendant une tempête de neige, grâce à un geste de kindness qui a changé le monde. Leur fille, qu'ils appelèrent Espérance, parce qu'elle représente l'espoir que nous portons pour le futur, expliqua Émilie, naquit un matin de printemps, entourée de l'amour de ses parents et de la famille élargie qu'ils s'étaient recréée au fil des années. Marcus, devenu le parrain officieux de l'enfant, était présent à la maternité. Sarah et ses enfants apportèrent des fleurs. Mélissa vint avec sa propre fille pour présenter les cousines. L'hôpital n'avait jamais vu une naissance, célébrée par une si grande famille de cœur. Quand Espérance eut 6 mois, Henri et Émilie organisèrent une grande fête au centre de Montréal pour célébrer le 5e anniversaire de l'ouverture. Tous les anciens bénéficiaires qui le pouvaient firent le déplacement. Jean-Pierre était là avec sa famille, maintenant propriétaire d'une petite entreprise de rénovation. Marcus dirigeait le programme pour vétérans dans 3 centres. Sarah avait terminé ses études d'infirmière et travaillait dans un hôpital pour enfants. Mélissa étudiait pour devenir travailleuse sociale. « Regardez, dit Émilie en berçant Espérance devant cette assemblée, voici la famille la plus extraordinaire au monde. » Un journaliste présent ce jour-là demanda à Henri, « Monsieur Monclerc, quel est votre plus grand accomplissement ?» Henri regarda Émilie tenant leur fille, entourée de toutes ces personnes dont ils avaient changé la vie, et répondit, « Mon plus grand accomplissement, c'est d'avoir appris à reconnaître l'extraordinaire dans l'ordinaire. Cette nuit de tempête, j'ai failli passer à côté de la personne la plus remarquable que j'ai jamais rencontrée. Maintenant, je sais que les vrais trésors se cachent souvent sous des apparences simples. »
7 ans après cette fameuse nuit, la Fondation Montclair-Dubois gérait maintenant 25 centres dans 12 pays. L'école d'innovation sociale avait formé plus de 3000 professionnels et leurs méthodes étaient devenues des références académiques, étudiées dans les universités du monde entier. Mais pour Henri et Émilie, le vrai succès se mesurait autrement. Le soir, dans leur maison simple mais chaleureuse, Henri avait refusé d'acheter un manoir, préférant un foyer à taille humaine. Ils aimaient relire les lettres et témoignages qu'ils recevaient des bénéficiaires de leur centre. Chaque histoire était unique, mais toutes avaient en commun cette notion de seconde chance, de dignité retrouvée, d'espoir renaissant. Espérance, maintenant. Âgée de 2 ans, aimait écouter ces histoires avant de s'endormir. « Encore l'histoire de Marcus, papa ?» demandait-elle souvent. Un soir, alors qu'il mettait Espérance au lit, celle-ci demanda innocemment « Maman, pourquoi tu as aidé papa dans la neige ?» Émilie et Henri échangèrent un regard ému. « Parce que ma chérie, répondit Émilie, quand on voit quelqu'un qui a besoin d'aide, on l'aide. C'est tout simple. Et papa, pourquoi tu as donné ton argent aux gens ?» Henri s'agenouilla près du lit de sa fille. « Parce que ta maman m'a appris que l'argent n'a de valeur que si on s'en sert pour faire du bien aux autres. » C'est Espérance qui, paradoxalement, réconcilia Henri avec ses enfants. Quand la petite fille eut 3 ans, Alexandre et Isabelle demandèrent à la rencontrer. Ils s'attendaient à trouver une enfant gâtée, élevée dans le luxe. Au lieu de cela, ils découvrirent une petite fille simple et spontanée, qui parlait avec enthousiasme des amis de maman et papa, les bénéficiaires des centres qu'elle côtoyait régulièrement. « Papa Henri, pourquoi Alexandre et Isabelle sont tristes ?» demanda Espérance après leur première rencontre. Henri, ému par la perspicacité de sa fille, lui expliqua « Ils pensent que papa ne les aime plus depuis qu'il a épousé maman. »« Mais c'est bête, » répondit Espérance. « On peut aimer beaucoup de gens en même temps. Moi j'aime maman et papa et Marcus et David et Anaïs. » Elle énuméra tous leurs enfants adoptifs du centre, montrant par son innocence que l'amour n'était pas une ressource limitée. Cette phrase de Espérance marqua un tournant. Alexandre et Isabelle réalisèrent qu'Émilie n'avait pas volé leur père, mais qu'elle l'avait rendu plus heureux et, par ricochet, plus disponible pour eux. Progressivement, ils apprirent à connaître Émilie et furent touchés par sa simplicité et sa sincérité. « Elle ne ressemble pas aux femmes intéressées que nous craignons », avoua Isabelle à Henri. « Elle semble vraiment t'aimer pour ce que tu es, pas pour ce que tu possèdes. » La réconciliation fut scellée quand Isabelle, elle-même mère de 2 enfants, traversa une période difficile lors de son divorce. Émilie lui offrit spontanément son aide, l'accueillant chez eux avec ses enfants et l'accompagnant dans ses démarches juridiques. « Tu n'étais pas obligé de faire ça, » dit Isabelle émue. « Après la façon dont nous t'avons traité, la famille, c'est la famille, » répondit simplement Émilie. « Et puis, tes enfants sont les demi-frères et sœurs d'Espérance. C'est normal qu'on s'entraide. » L'expansion internationale de la Fondation apporta son lot de défis culturels fascinants. À Tokyo, l'équipe dut adapter complètement leur approche pour respecter les codes sociaux japonais. Au Japon, perdre la face est pire que perdre la vie, expliqua Kenji, le directeur local, ancien salariman, qui avait fait un burn-out sévère. Nous ne pouvons pas traiter quelqu'un qui a échoué socialement de la même façon qu'en Occident. Émilie et Henri passèrent 1 mois sur place pour comprendre ces subtilités culturelles. Ils développèrent une approche spécifique basée sur la méditation, les arts traditionnels et un accompagnement très discret qui préservait la dignité des bénéficiaires. Le centre de Tokyo devint spécialisé dans l'aide aux cadres en timing senpias, burn-out et aux personnes âgées isolées. Chaque culture a sa façon d'exprimer la détresse, nota Émilie dans son journal. Notre rôle n'est pas d'imposer notre vision occidentale, mais d'adapter nos méthodes aux réalités locales. En Inde, à Mumbai, ils furent confrontés à un autre défi, la pauvreté extrême et les castes sociales. Leur centre local était dirigé par Priya, une ancienne intouchable devenue docteur en sociologie. Ici, les gens pensent que leur situation est voulue par les dieux, expliqua-t-elle à Émilie. Il faut d'abord leur faire comprendre qu'ils ont le droit d'aspirer à mieux. Le centre de Mumbai développa des programmes de microcrédit et d'alphabétisation qui transformèrent tout un quartier. Rajesh, ancien cireur de chaussures, devint propriétaire d'une petite entreprise de réparation de vélos. « Vous m'avez appris que je valais plus que ma caste », dit-il à Émilie lors d'une visite. L'histoire qui marqua le plus Émilie fut celle de Fatou, une jeune Sénégalaise de 16 ans rencontrée lors de l'ouverture du centre de Dakar.
Fatou avait fui un mariage forcé et vivait dans la rue depuis des mois. Elle ne savait ni lire ni écrire, mais elle avait une intelligence vive et un sourire lumineux qui survivait à toutes les épreuves. « Je veux apprendre », dit-elle simplement à Émilie. « Je veux devenir quelqu'un. » Émilie prit Fatou sous son aile personnelle. Elle lui rendit visite tous les 6 mois, suivant ses progrès, l'encourageant dans les moments difficiles. Fatou apprit à lire, puis termina ses études primaires et secondaires en accéléré. Elle montra un don exceptionnel pour les mathématiques et obtint une bourse pour étudier l'ingénierie informatique en France. « Vous avez vu en moi ce que même moi je ne voyais pas », dit Fatou à Émilie le jour où elle obtint son diplôme d'ingénieur. « Maintenant, je veux créer des technologies qui aideront d'autres filles comme moi. » Effectivement, Fatou créa plus tard une application mobile qui permettait aux femmes en danger de signaler discrètement leur situation et d'obtenir de l'aide. Cette application sauva des centaines de vies en Afrique de l'Ouest. « C'est ça l'effet domino », dit Henri à Émilie en apprenant cette nouvelle. « Nous aidons une personne, qui en aide d'autres, qui en aide d'autres. Notre impact se multiplie à l'infini. » 10 ans après leur rencontre, Henri et Émilie furent invités à prendre la parole devant l'Assemblée générale des Nations unies pour présenter leur modèle d'innovation sociale. C'était la consécration de leur travail, la reconnaissance internationale de leur approche révolutionnaire. Mais ce qui toucha le plus Henri, c'est qu'Émilie insista pour commencer son discours par ces mots. « Excellence, tout a commencé par une simple nuit de tempête à Montréal, quand j'ai ouvert la porte de mon hôtel à un inconnu. » Son discours fut interrompu plusieurs fois par des applaudissements. Elle raconta leur histoire sans jamais révéler l'identité d'Henri ce soir-là, expliquant comment un geste simple de compassion avait donné naissance à un mouvement mondial. « La leçon que nous avons apprise, dit-elle en conclusion, c'est que chaque personne que nous croisons peut changer notre vie, si nous savons la voir vraiment. L'homme qui frappe à votre porte ce soir pourrait être celui qui transformera votre vision du monde demain. » Dans l'audience, plusieurs délégués avaient les larmes aux yeux. L'histoire d'Henri et Émilie était devenue légendaire dans le monde de l'aide humanitaire, symbole de ce que pouvait accomplir la compassion et la détermination. Le représentant du Bangladesh se leva. « Madame Moncler-Dubois, votre histoire nous rappelle pourquoi nous sommes ici. Nous représentons des gouvernements, mais nous restons des êtres humains. Votre exemple nous inspire à voir nos concitoyens les plus vulnérables, non comme des problèmes à résoudre, mais comme des potentiels à révéler. » Après leur intervention, le secrétaire général de l'ONU leur proposa de diriger un programme mondial de lutte contre l'exclusion sociale avec un budget de 5 milliards de dollars sur 10 ans. « Nous y réfléchirons, » répondit Émilie. « Mais d'abord, nous avons une fille qui nous attend à la maison et des centres qui ont besoin de notre attention quotidienne. Nous ne voulons pas perdre le contact avec le terrain, c'est notre force. » Cette réponse surprit l'Assemblée, habituée aux dirigeants qui sautaient sur les opportunités de pouvoir et de prestige. « Pourquoi avoir refusé ?» demanda un journaliste plus tard. « Nous n'avons pas refusé, » corrigea Henri. « Nous avons dit que nous y réfléchirions. » Mais Émilie a raison. Si nous perdons le contact avec les personnes que nous aidons, nous perdons notre âme. Nous préférons transformer des milliers de vies de manière authentique que de gérer des millions de dossiers de manière bureaucratique. Car pour Henri et Émilie, malgré leur succès international, rien ne valait le contact direct avec les personnes qu'ils aidaient. Chaque mois, ils passaient encore plusieurs jours au centre de Montréal, celui qui avait tout commencé. Henri aimait participer aux ateliers de formation professionnelle. Il avait découvert un talent inattendu pour enseigner la menuiserie. Émilie continuait d'accueillir personnellement chaque nouveau bénéficiaire, leur racontant parfois l'histoire de sa rencontre avec Henri pour leur montrer que les miracles existaient vraiment. Finalement, dit Émilie un soir, cette tempête de neige était une bénédiction déguisée. Henri l'embrassa tendrement. La plus belle bénédiction de ma vie. Espérance, maintenant âgée de 5 ans, leva les yeux de son livre d'images. Moi aussi, je veux aider les gens quand je serai grande, déclara-t-elle. Je serai une princesse qui sauve les gens comme maman. Henri et Émilie éclatèrent de rire. Tu seras ce que tu voudras, ma chérie, dit Émilie. L'important, c'est d'avoir un bon cœur. Cette conversation devint prophétique. 15 ans plus tard, Espérance Moncler-Dubois créerait à son tour une organisation dédiée à l'aide aux enfants des rues, perpétuant l'héritage de compassion de ses parents. Mais dès l'âge de 10 ans, elle montrait déjà des signes de cet engagement. Un jour, en rentrant de l'école, elle annonça à ses parents « J'ai donné mon goûter à Kevin, il n'avait rien à manger ». Quand Henri lui fit remarquer qu'elle aurait dû en parler d'abord à un adulte,
Espérance répondit « Mais papa, tu m'as dit qu'il ne fallait jamais ignorer quelqu'un qui a faim. Kevin avait faim, alors je l'ai aidé. » Henri et Émilie réalisèrent que leur fille avait parfaitement intégré leurs valeurs. À 12 ans, Espérance organisait des collectes de jouets dans son école pour les enfants défavorisés. À 15 ans, elle passait ses week-ends à faire du bénévolat dans les centres de la Fondation. Elle a choisi cette voie toute seule, observait Émilie avec fierté. Nous ne l'avons jamais forcée, mais l'exemple était là tous les jours. L'université qu'Espérance fréquenta plus tard, Harvard, lui offrit de créer un programme pilote d'aide aux étudiants en difficulté financière. Son projet, inspiré des méthodes de ses parents, consistait à offrir non seulement des bourses d'études, mais un accompagnement complet incluant logement, nourriture, soutien psychologique et mentorat professionnel. L'argent ne suffit pas, expliqua-t-elle lors de sa présentation. Il faut traiter la personne dans sa globalité, comme me l'ont appris mes parents. Pour l'instant, dans leur salon chaleureux de Montréal, Henri et Émilie regardèrent par la fenêtre les premiers flocons de neige de l'hiver. 15 ans avaient passé depuis cette fameuse nuit de tempête. Leurs tempes grisonnaient légèrement, mais leurs yeux gardaient la même flamme qu'au premier jour. « Tu te souviens ?» murmura Henri en enlaçant Émilie. « Comment t'oublier ?» répondit-elle en se blottissant contre lui. C'était le début de notre vraie vie. Ils avaient maintenant 43 centres dans 22 pays, une université reconnue mondialement, et avaient directement aidé plus de 50 000 personnes à sortir de la précarité. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, ne racontaient qu'une partie de l'histoire. L'effet domino de leur action était incalculable. Chaque personne aidée en aidait d'autres à son tour, créant une chaîne de solidarité qui s'étendait à travers le monde. Roberto, le premier bénéficiaire du centre de Montréal, dirigeait maintenant sa propre entreprise de construction et employait spécifiquement d'anciens sans-abri qu'il formait au métier du bâtiment. Marcus avait créé un réseau international d'aide aux vétérans en détresse. Anaïs était devenue députée et militait pour les droits des jeunes mères célibataires. David, le jeune homme rejeté par ses parents homophobes, dirigeait la plus importante association LGBTQ+ du Canada. Fatou avait révolutionné l'aide technologique aux femmes africaines. « Tu sais ce qui me rend le plus fier ?» dit Henri un soir en relisant le rapport annuel de la Fondation. « Ce n'est pas le nombre de centres ou le budget que nous gérons. C'est de voir que chaque personne que nous avons aidée est devenue à son tour un aidant. Nous n'avons pas créé de la dépendance, nous avons créé de l'autonomie et de la générosité. » Un épisode récent illustrait parfaitement cette philosophie. Lors de l'ouverture du centre de São Paulo au Brésil, Henri et Émilie furent accueillis par une foule de bénévoles. En tête du groupe se trouvait Carlos, un homme d'une 50aine d'années qu'ils ne reconnaissaient pas immédiatement. « Vous ne vous souvenez peut-être pas de moi, » dit-il avec émotion. « Mais il y a 10 ans, j'étais dans votre centre de Lisbonne. J'étais au fond du gouffre, sans espoir. Vous m'avez redonné confiance en moi. » Carlos expliqua qu'après avoir retrouvé un emploi grâce au centre de Lisbonne, il avait économisé pendant des années pour créer sa propre ONG d'aide aux immigrants au Brésil. « Quand j'ai appris que vous ouvriez un centre ici, j'ai proposé mes services. C'est ma façon de vous rendre ce que vous m'avez donné. » Cette rencontre émut profondément Émilie, qui réalisa une fois de plus que leur action dépassait leurs espérances les plus folles. Le soir même, dans leur hôtel de São Paulo, Henri et Émilie firent le bilan de leur parcours. « Parfois, j'ai l'impression de rêver, » avoua Émilie. « Cette nuit de tempête semble si loin et si proche à la fois. »« Tu sais ce qui me fascine ?» répondit Henri. « C'est que si l'un de nous avait agi différemment ce soir-là, si tu avais fermé la porte, si j'avais refusé ton aide, si nous n'avions pas été authentiques l'un envers l'autre, rien de tout cela ne serait arrivé. Cela me fait penser au chaos papillon, » dit Émilie songeuse. « Un petit battement d'aile peut provoquer un ouragan à l'autre bout du monde. Notre petite rencontre a créé un ouragan de bonté qui a touché des dizaines de milliers de vies. » Henri acquiesça. « Et le plus beau, c'est que l'ouragan continue. Même si nous n'étions plus là demain, l'élan est lancé. Tous ces gens que nous avons aidés continuent d'aider d'autres. C'est notre véritable héritage. » Cette réflexion les amena à prendre une décision importante. À leur retour à Montréal, ils annoncèrent qu'ils commençaient à préparer leur succession. Pas qu'ils veuillent prendre leur retraite. Ils n'avaient que 45 ans, mais ils voulaient s'assurer que la fondation leur survive et continue de prospérer. « Nous avons créé quelque chose de plus grand que nous, » expliqua Émilie au conseil d'administration. « Il faut maintenant que cette œuvre devienne indépendante de ses créateurs. »
Ils mirent en place un système de gouvernance collégiale, impliquant d'anciens bénéficiaires dans les décisions stratégiques. Marcus fut nommé vice-président de la fondation, Anaïs devint responsable de la communication, David dirigea le département formation. Qui mieux que ceux qui ont vécu nos programmes peut en assurer l'avenir? Argumenta Henri. Cette décision fut révolutionnaire dans le monde associatif où les fondateurs avaient tendance à s'accrocher au pouvoir. 20 ans après leur rencontre, Henri et Emily furent invités à donner une conférence magistrale à l'université de Harvard devant 3000 étudiants en business et en travail social. Le titre de leur intervention était simple: « Comment une nuit de tempête peut changer le monde ?» L'amphithéâtre était bondé et la conférence fut retransmise en direct dans 50 universités à travers le monde. « Mesdames et messieurs, » commença Emily, « nous sommes ici pour vous parler d'innovation sociale, de philanthropie stratégique, de développement durable. Mais avant tout, nous voulons vous parler d'humanité. » Elle raconta encore une fois leur histoire, cette rencontre improbable qui avait transformé leur vie et celle de tant d'autres. « La leçon la plus importante que nous ayons apprise, » dit-elle en conclusion, « c'est que derrière chaque statistique se cache une histoire humaine. Derrière chaque problème social se cache un potentiel à révéler. » Henri prit ensuite la parole. « On nous demande souvent quel est le secret de notre succès. La réponse est simple. Nous n'avons jamais oublié d'où nous venions. Moi, j'ai gardé en mémoire cette nuit où j'étais au plus bas. Et Emily n'a jamais cessé de voir en chaque personne l'être humain qu'elle avait vu en moi ce soir-là. » Sa voix se brisa légèrement. « L'argent, la notoriété, les prix que nous avons reçus, tout cela n'est que la conséquence. La cause, c'est cette capacité à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire, à croire au potentiel de chacun. » La standing ovation dura 15 minutes. Dans l'audience, de nombreux étudiants pleuraient. Plusieurs approchèrent Henri et Emily après la conférence pour leur dire que cette histoire avait changé leur vision de leur future carrière. « Je voulais faire de la finance pour gagner beaucoup d'argent », avoua une étudiante. « Maintenant, je veux apprendre comment utiliser l'argent pour faire du bien. » Un futur dirigeant d'entreprise déclara « Vous m'avez fait comprendre que le vrai succès, c'est l'impact positif qu'on a sur les autres. » Dehors, la neige tombait doucement sur Cambridge, rappelant à Henri et Emily cette fameuse nuit montréalaise. « Regarde » murmura Henri en montrant les flocons. « Notre ange gardien est là. » Emily sourit et prit sa main. « Tu sais, je crois que nous avons réussi quelque chose d'extraordinaire. »« Quoi donc ?»« Nous avons prouvé que les contes de fées existent vraiment. Pas ceux avec des princes et des princesses, mais ceux où la bonté triomphe, où l'amour peut tout changer, où un geste simple peut transformer le monde. » Henri la serra contre lui. « Et le plus beau dans notre conte de fées, c'est qu'il continue. Chaque jour, dans nos centres, de nouvelles histoires d'amour commencent. Pas forcément des histoires d'amour romantiques, mais des histoires d'amour pour la vie, pour l'humanité, pour l'avenir. » Emily acquiesça. Et un jour, Espérance écrira son propre chapitre de cette histoire. Dehors, la neige tombait doucement, témoin silencieux de l'amour et de la générosité qui peuvent naître d'une simple nuit d'hiver, quand deux âmes se rencontrent et décident de changer le monde, une personne à la fois. Et quelque part dans le monde, à Montréal, Tokyo, São Paulo, Berlin, Mumbai ou Dakar, d'anciens bénéficiaires de leur centre regardaient aussi tomber la neige en pensant à cette femme et cet homme qui leur avaient redonné espoir en l'humanité. Car c'était cela finalement, le véritable miracle. Avoir semé tant d'amour et de générosité qu'ils continueraient de fleurir longtemps après eux dans le cœur de tous ceux qu'ils avaient touchés. Cette histoire vous a-t-elle touché? Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like pour encourager d'autres histoires comme celle-ci. Qu'avez-vous pensé de cette transformation mutuelle d'Henri et d'Emily? Croyez-vous que les petits gestes de bonté peuvent vraiment changer le monde? Partagez vos réflexions en commentaire. J'aimerais beaucoup connaître votre avis sur cette histoire d'amour et de générosité.